Merci beaucoup à vous. Merci d'être là malgré la chaleur. Mais vous allez voir, après, on oublie, on se laisse porter par ce que nos intervenants vont vous partager, ce qui est de la plus haute importance aujourd'hui, parce que vous l'avez compris, Pascal faisait allusion à la table ronde de ce matin. Juste petit rappel rapide. Alors voilà, du coup, on va récupérer le micro, Pascal, si tu veux bien. Merci. Hop, hop, on va le mettre. Et donc ce matin, on a fait comme une longue introduction pour rappeler comment on était arrivé à l'IA générative et ce que ça a impliqué, ce que ça a transformé en termes d'innovation, de nouveaux modèles. On va bien sûr continuer sur ce sujet-là, et notamment avec la table ronde qui suivra autour de la création. Mais avant d'aller plus loin, on a soulevé quelques points ce matin. Il était important de se pencher, parce qu'on a vu qu'évidemment tout ça soulevait énormément de questions, notamment éthiques, sociales, juridiques, sociologiques, on a parlé, voire philosophiques aussi. On va essayer d'y répondre un petit peu parce qu'il y a quand même un cadre, en tout cas des règles qui sont en train d'être édictées, et peut-être qu'il va falloir continuer à édicter pour que tout le monde puisse utiliser de la bonne manière, que tout le monde puisse en profiter et sans que les choses déraillent. Donc nous avons des sommités pour en parler avec nous aujourd'hui. Eric Peters, tout d'abord, est avec nous. Bonjour. Votre titre est Eric, exactement, parce que je sais ce que vous faites, mais le titre exact, du coup. Alors, à la Commission européenne, à la Commission je suis européenne. donc à la direction générale de Connect, qui est en fait le ministère, si vous voulez, des affaires numériques à Bruxelles pour les questions européennes. Et dans cette structure, je suis en charge de ce qu'on appelle la décennie numérique, qui est la stratégie que les États membres et le Parlement ont adoptée en ce début d'année et qui, en fait, donne un cadre stratégique global à ce qu'on fait, donc y compris l'intelligence artificielle. Mais j'y reviendrai, c'est un plan très, très complet. Voilà, exactement. On va y revenir dans un instant. Laurence de Villers également est avec nous. Bonjour Laurence, professeure à Sorbonne Université. Vous faites des recherches sur l'informatique affective. Vous êtes la spécialiste des interactions homme-machine. Vous êtes membre du comité national pilote d'éthique du numérique et vous avez écrit plusieurs ouvrages. On peut citer celui-ci, notamment Les robots émotionnels. C'est bien ça, mais... Et l'éthique dans tout ça. Voilà, on va en reparler aussi avec vous. Vincent Fauchou également est avec nous. Bonjour Vincent, avocat associé au sein du cabinet DDG, spécialiste en propriété intellectuelle et nouvelles technologies. Et l'IA évidemment en premier plan en ce moment, et d'autant que vous avez interrogé de grands acteurs internationaux sur le sujet. Et puis Matteo Amerio est avec nous également. Bonjour Matteo, cofondateur de Navee, N-A-V-E-E, qui permet, pour dire les choses très rapidement, mais on y reviendra avec vous, qui permet de détecter les produits contrefaits grâce à l'IA. Absolument. C'est bien ça, et vous travaillez déjà, vous avez une 50aine de personnes, 2 bureaux en Asie, un bureau en France, et vous travaillez déjà avec de très nombreuses, j'allais dire la plupart, on n'est pas loin, maisons de mode et de luxe. Je vous propose justement que l'on travaille en entonnoir pour toutes ces questions. On va commencer au niveau européen, international. Et Eric, justement, vous le disiez tout à l'heure, c'est le 14 juin, je crois, le Parlement européen a adopté l'IA Act, texte de régulation des IA, un cadre réglementaire pour la mise au marché avec le triptyque sécurité, santé, droits fondamentaux. Une fois que le cadre est posé, il faut poser les bases précisément. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en pleine négociation pour définir le cadre précis. On appelle ça les trilogues. Pardon, expliquez-nous un petit peu les points sur lesquels vous êtes en train de réfléchir. Alors, merci beaucoup, mais je vais prendre l'entonnoir un peu au-dessus. Je vais revenir sur les trilogues et sur la réglementation en cours de négociation. Alors, le 14 juin, c'était la position du Parlement qui a été adoptée. Ce n'est pas la finalisation du texte, mais simplement pour rappeler quand même que l'action qu'on va discuter aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, elle prend place dans un cadre beaucoup plus global. La bataille qui est en cours aujourd'hui, c'est l'adaptation de l'Europe
à une révolution technologique. On sait très bien que ça prend du temps. L'an dernier, on parlait du métaverse. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. L'an prochain, je suis sûr que si on se réunissait ici et si on se réunissait sur une question de technologie numérique, on aurait un nouveau sujet. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir conscience, c'est que dans ce type de révolution technologique, on doit gérer un certain nombre de problèmes systémiques. On a de nouveaux dominants qui arrivent. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que cette dominance, ils n'en abusent pas? 2, on a des questions de société qui interviennent, des gagnants, des perdants. On a des questions d'éthique, de discrimination. Comment est-ce qu'on fait pour régler ces questions? On a des questions, une troisième sorte de question, c'est une question qui touche à la technologie, au leadership technologique. Au fond, quand on veut régler ces problèmes dans une société, c'est toujours bon aussi de maîtriser les technologies plutôt que d'utiliser des technologies qui sont produites ailleurs. Et donc, il faut bien se rappeler ça parce que la loi et la réglementation, aussi bonnes qu'elles soient, d'abord, elle va devoir évoluer parce que, d'une manière générale, ces technologies changent et évoluent très vite. Il y a 10 ans, on a fait une stratégie numérique européenne, il n'y avait pas le mot intelligence artificielle dedans. Donc on voit bien combien les choses vont vite. À la fois, l'Europe, je pense que c'est vraiment une approche extrêmement forte qui est caractéristique de ce qu'on essaye de faire. On n'hésite pas à légiférer, contrairement à d'autres, sur le globe, mais on le fait aussi de manière ordonnée, prudente, en essayant vraiment de cibler ce qui est nouveau pour ne pas atteindre l'innovation, qui est un élément clé pour le leadership technologique. Et donc, pour revenir maintenant à ce que l'on essaie de faire avec le IA Act, donc savoir d'abord que c'est la dernière étape d'une série de réflexions. On a eu un white paper qui a été rédigé auparavant, puis une proposition de la Commission. Donc actuellement, ce qui est en train de se faire, c'est que la proposition de la Commission, sur laquelle je vais revenir, est en discussion entre les co-législateurs. Vous savez qu'au niveau européen, la Commission propose, mais nous ne décidons pas. Ce sont d'un côté le Parlement et le Conseil, donc chaque État membre étant représenté au Conseil, qui, ensemble, arrêtent la loi finale qui sera appliquée. Et donc aujourd'hui, à l'heure où on en est dans une phase de trilogue qui est la phase finale, où vous avez, si vous voulez, dans une salle, le commissaire qui est là comme étant un honest broker, vous avez la présidence des États membres qui représente les États membres et le Parlement, et ils décident des dispositions en fonction des positions de chacun. Et donc, le projet de loi qu'on a proposé, il s'établit autour d'un principe de risque, c'est-à-dire qu'on définit de manière très large l'intelligence artificielle comme un logiciel ou des logiciels qui sont conçus avec des objectifs donnés et qui produisent des résultats, c'est-à-dire qu'ils produisent quelque chose de nouveau, des décisions, des recommandations, et ces résultats ont un impact sur l'environnement avec lequel ils interagissent. Donc ça, c'est la définition très large qui englobe en fait la quasi-totalité de ce qu'on a pu discuter. Et donc ce que l'on prévoit dans cette proposition, donc qui doit être décidée par le Conseil et le Parlement, c'est d'avoir une série de technologies dont la finalité serait interdite, donc une sorte de liste noire. Donc, par exemple, on refuse d'entrer dans une des technologies qui, à la manière, disons, de la République de Chine, permettent de faire des systèmes de social credit et qui permettent de noter les gens en fonction de leur comportement dans la vie de tous les jours. Ça, c'est toute une série de choses qui sont interdites. Puis, une série de finalités qui doivent faire l'objet de rétrocontrôle, de transparence, de règles. On a parlé ce matin, par exemple, de la nature des données, qui est très importante pour faire tourner un système algorithmique basé sur l'intelligence artificielle. Donc, pour ces technologies à risque et ces finalités à risque qui concernent le médical, l'emploi, l'éducation, eh bien là, il y aura des contrôles sur la nature des données qui ont servi à définir l'intelligence artificielle. Et donc maintenant, nous nous trouvons, et on a parlé aussi des deepfakes ce matin, donc là aussi, une nécessité de transparence. Quand vous avez une vidéo qui était une deepfake, donc il y a bien la nécessité que ce soit indiqué pour que vous le sachiez quand vous la regardiez. Et donc là, on est maintenant dans cette ligne finale. Je reviendrai peut-être par la suite sur d'autres aspects, parce qu'il y a aussi d'autres aspects complémentaires à la réglementation qui sont plutôt de l'ordre de soft law et des lignes directrices qui sont aussi en discussion. Tout à fait. J'ai juste une petite question rapidement que vous avez soulevée, Eric. Le temps des discussions n'est pas celui accéléré de l'évolution technologique. Comment vous le gérez ? Alors,
Bien sûr, le temps, on n'arrête pas le temps quand on négocie un règlement. D'abord, on a essayé de le concevoir, comme on dit en anglais, future-proof, c'est-à-dire qu'on a essayé de concevoir une réglementation qui soit suffisamment souple, précise, mais pour être adaptable avec l'évolution des négociations. Donc même si actuellement, entre le Conseil et le Parlement, il y a effectivement une discussion autour de la question de l'IA générative, mais au-delà de ça, une manière très concrète qu'on a proposée aussi pour aller plus vite, c'est on propose aux entreprises et aux acteurs de s'accorder sur un ensemble de guidelines qui permettent justement qui s'inspire de cette réglementation et qui permettrait plus vite, plus rapidement, de mettre en œuvre des dispositions avant même que la loi soit adoptée et qu'elle entre en force. Laurence, je vous vois déjà noter quelques petites choses. Donc je sens que vous avez envie de réagir, mais justement sur ce point de l'Union européenne, finalement, en élaborant un cadre pour l'utilisation de l'IA associée à la confiance et au respect des droits humains et de l'état de droit, elle a beaucoup à gagner. Mais pour vous, ce n'est peut-être pas suffisant, ou en tout cas, il manque peut-être des parties prenantes. Oui, je pense qu'il faut réfléchir à ces sujets d'encadrement des IA en étant plus précis sur les différentes IA déjà. En fait, on a des IA symboliques qui ne posent pas les mêmes problèmes, qui sont déjà d'ailleurs dans l'industrie un peu partout. Les IA avec de l'apprentissage machine, avec différentes technologies. La première, enfin celle qui pose le plus de soucis à l'heure actuelle, ce sont le deep learning, c'est-à-dire tout ce qui est à base de réseaux de neurones avec les couches cachées, et les transformers qui sont arrivés en 2017, qui viennent d'une technologie de Google Brain, et qui apportent à nouveau un pas en plus de performance, qui arrive à encapsuler dans ces systèmes énormément de données. On avait jusque-là des IA prédictives, et maintenant on a des IA génératives, et avec une performance que tout le monde a vue. Vous avez tous eu dans les mains ChatGPT, en se disant, ça y est... on a atteint un cap. Donc c'est là où on voit que la loi, c'est une chose, mais comment on va l'appliquer? C'est très bien de dire qu'il y a du haut risque, il y a des usages qui sont délétères. Par exemple, moi je travaille sur détection des émotions, incitation après à changer dans le dialogue la façon de parler pour que la personne change d'avis. Bon, alors c'est subliminal, liminal. Où est la frontière entre la manipulation, l'incitation? Tout ça, c'est très compliqué. Et donc... même si dans les règles de l'Europe, il y a haut risque, comment on définit le haut risque? Comment on arrive à dire que ces technologies-là sont avérées ou pas? Est-ce que ça va être du déclaratif des sociétés? Est-ce que ça va être un contrôle fait en général? Ce sont des sujets encore ouverts. Et donc, pour être tout à fait concerné par ça, dès que j'ai travaillé sur c'est affective computing, c'est-à-dire l'intelligence émotionnelle depuis les années 2000, et j'ai tout de suite travaillé sur l'éthique de ça, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des besoins de designer ces systèmes en faisant attention à un certain nombre de conséquences qui seraient délétères. Et donc, je pense que ce que vous dites au début, c'est la loi ne suffit pas, il faut savoir comment on va l'appliquer. Et comment on va l'appliquer, c'est des normes. Donc, je suis aussi au JTC 21, Seine-Sénélec, qui a été désigné par l'Europe pour travailler sur les normes, où je suis au management de qu'est-ce qu'on peut faire sur les implications sociétales. Eh bien, c'est pas facile. Qu'est-ce que c'est qu'une IA de confiance? Comment on le définit? Et puis autour de la table, c'est là où j'ai été très surprise. Moi, je viens du monde de la recherche. Je suis professeure à la Sorbonne et je fais la recherche au plus haut niveau sur ces sujets. J'étais très surprise. Pour moi, les normes, on allait chercher quelque chose en profondeur, vachement intéressant. Et je me trouvais devant des lobbyistes. Et il n'y a pas d'Européens qui sont autour de la table, ou très peu. Et je me retrouve avec tous les géants des big tech, qu'ils soient américains ou chinois. Plus ou moins dissimulés derrière des experts. Voilà. Et donc, tout ce beau monde cherche à freiner ce qu'on veut faire sur l'Europe. Et donc, la guerre des normes existe. Or, on entend la petite musique perpétuelle en Europe qui est que faire des normes, ça ralentit. C'est contre l'innovation. Donc c'est là où il faut quand même arriver à avoir une anticipation de ce qui est en train de se passer et puis surtout une acculturation à l'IA. Et je pense que le troisième pan, donc il faut une loi des normes, c'est-à-dire comment je l'applique dans des vrais sujets, avec un système qui fait, je sais pas, la reconnaissance des cancers pour un radiologue, ou qui produit des images pour vous, pour le cinéma, ou pour la mode. Comment je fais pour travailler sur du design éthique? Ce sujet-là, c'est de la soft law, et qui s'en préoccupe? Et je ne pense pas que les guidelines vont être suffisants. Il faut créer à travers toutes les industries qui maintenant feraient une erreur énorme de ne pas prendre le chemin de l'IA, de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a énormément de choses à gagner avec cette utilisation. Mais en tout cas, il faut le faire de façon
éclairé. Et je ne pense pas que, par contre, le niveau scientifique soit là dans la société. Donc, il va falloir s'entraider. Et moi, je pousse pour qu'il y ait des, je sais pas moi, les cafés IA à l'intérieur des différentes industries pour les différents sujets que vous avez, qui sont que l'on parle autour de sujets précis et en regardant quelles sont les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. Si vous les mettez en œuvre dans certains sujets, et je ne doute pas que l'IA va déferler et va commencer à être utilisée, il faut récupérer tout ce qui n'est pas très bon ou qui manquerait. Et je crois qu'il faut sauvegarder en fait l'esprit qui est celui de l'humain, qui doit être créatif, responsable et conscient des effets secondaires, des conséquences. On n'est pas conscient de tout, puisqu'on est sur des choses très innovantes, mais si on crée une boucle où on est capable de récupérer les informations délétères qu'on a vues à droite à gauche et de les mutualiser par verticale, par métier, ou par type de métier, les transports, la santé, enfin, on va gagner des choses. Et on n'est pas suffisamment armé en étant tout seul en France, il faut le faire au niveau européen, peut-être avec les GAFAM, les Big Tech aussi, mais dans cette... En tout cas, tous ensemble, effectivement. Pardon de vous couper, Laurent, je vais vous donner la parole, mais Mathéo, vous vouliez réagir sur ce sujet, notamment peut-être sur les géants de numérique et sur les GAFAM, c'était ça? Il y a 2 points qui ont été soulevés par Laurence, qui sont très intéressants aussi pour Eric. Macron, il a dit il y a quelques années, l'Europe a le GDPR, les US ont les GAFA. Comment... Flûte là. Non, le point... à la crème, ce truc. Alors, allez-y, Mathéo. Le point que je prends avec Laurent, c'est qu'on a un vrai problème de science, de pousser des innovations européennes. Et la question, c'est aussi avec les initiatives européennes, comment faire front commun. Et c'est sur ça que je suis curieux de savoir ce qu'Eric peut nous dire. Pour arriver à s'assurer pas seulement qu'on va faire des lois pour freiner les risques liés à l'IA, mais comment on va aussi s'assurer, je vous donne un exemple minime, mais notre industrie, les fonds levés par nos compétiteurs sont 10 fois plus, alors que nous, on a beaucoup de recherches faites en France avec des entités françaises. Mais effectivement, il y a une question de taille, de marché, souvent qui lutte contre nous. Comment l'Europe va pas simplement... Comment avoir ce leadership en termes d'investissement et d'innovation, c'est bien une question que vous soulevez également, Eric. Tout à fait. Je pense qu'avant de revenir sur cette question, je pense que ce que a souligné Laurent, c'est extrêmement important. Pour nous, c'est plus une question de séquence. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura le règlement, après, on va travailler sur les normes. On va travailler aussi beaucoup sur l'écosystème. C'est-à-dire pas simplement, si vous voulez, les négociateurs, mais aussi les acteurs. Parce que c'est un peu ce que rappelait Clarisse ce matin. En fait, ça nous concerne tous, cette question. Ce n'est pas simplement Bruxelles ou Paris qui vient avec des lois et un meilleur cadre, et j'arrive sur ta question, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous sur la mise en œuvre de nos aspects éthiques, sur les choix que l'on fait quand on développe un nouvel outil, quand on l'utilise, le choix qu'on utilise d'utiliser un certain acteur plutôt qu'un autre en fonction de la confidentialité qu'on veut avoir, de la cybersécurité qu'on veut développer. Et ça, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de développer l'ensemble de la palette d'outils pour le faire. Et là, un point, et j'arrive à ta question. On s'est accordé sur une déclaration sur les droits et les principes numériques qui donne un repère, ça donne un compas à tout le monde, des acteurs publics, les acteurs privés, les investisseurs, les acteurs de la mode qui veulent agir en ayant des outils d'informatique, des outils technologiques et d'intelligence artificielle, sur ce référentiel éthique, sur ce référentiel de quel est le modèle européen, qu'on peut opposer au modèle chinois ou au modèle américain. Sur la question que tu poses, c'est une question clé, c'est-à-dire que l'atteinte par l'Europe de la proximité de la frontière technologique et le fait qu'on doive maintenant avoir des acteurs beaucoup plus forts au plan européen pour à la fois porter ces valeurs, mais aussi être des champions technologiques, c'est une priorité pour nous. Et on a, pour ceux qui sont intéressés, le collège a adopté fin septembre un rapport sur l'état de l'Union en matière de transformation numérique dans lequel on pointe la nécessité de mettre l'accent sur la recherche-développement, les 3%, les fameux 3% après lesquels on court sans cesse, la question de la formation de l'ensemble de la population
population, mais aussi des spécialistes. La question du capital est extrêmement importante. On voit bien qu'on a fait beaucoup d'efforts depuis 5 ans pour avoir des mises de fonds dans les premières tranches de financement des startups, mais il reste encore maintenant pour les phases les plus importantes des efforts que l'on peut faire. Ça touche aussi au régime des stock options, par exemple. Donc il y a tout un écosystème qu'il faut que l'on crée. Moi, ce que je sens depuis Bruxelles, c'est qu'il y a de plus en plus une volonté politique de le faire. Jusqu'à présent, on était plus dans un narratif de finalement les choses vont bien. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment la prise de conscience qu'on doit plus travailler collectivement et notamment avec un meilleur marché intérieur. Le marché intérieur est clé. Quand vous voulez développer un outil ou une technologie au niveau européen, il est clé de pouvoir l'exporter en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et ça, ça dépend aussi beaucoup des États membres et de leur volonté d'aller de l'avant en matière de marché intérieur. Laurence, je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelque chose en particulier sur ce qu'Éric vient de dire, mais je pense qu'il est important aussi, vous le disiez, au-delà du cadre, c'est ce qu'il se passe après, comment l'appliquer et ce à quoi il faut faire attention, des garde-fous, une gouvernance, une orientation de l'innovation. Oui, enfin, l'innovation, il ne faut pas la brider déjà dans sa matière première. Il faut arriver à créer sans trop de bride, mais je pense que c'est les usages qui vont être avant tout régulés à travers la loi sur l'IA qui va arriver donc en 2025, qui sera appliquée en 2026. Donc est-ce que les sociétés... 2024-2025 ? Ouais, enfin, moi, Okay. je ne crois pas que ça soit le mois prochain, mais bon, peut-être que vous allez y arriver. Mais en tout cas, voilà, et pour le déployer vraiment dans les entreprises, il va falloir un petit peu de temps. Donc, il faut s'y atteler maintenant. Et puis, il y a un autre sujet, moi, qui me rend terriblement triste, c'est le niveau d'éducation des enfants sur ces sujets, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut là partir en bataillon serré. Hein. Moi, je suis souvent en Chine. Là, je vais aller parler d'éthique et d'IA à Hong Kong avec les grands leaders chinois. Ben, l'éducation, c'est pas la même. Hein. Donc, nous, on a une éducation, on est toujours très contents de la grande culture que nous donnons à nos enfants, etc. Allez voir dans les classes. Le niveau en sciences, il est lamentable. Le niveau en français, il est lamentable. C'est pas la cause seulement des profs, c'est la cause du fait que ces enfants, ils sont souvent sur leur portable. Je donne des cours en licence et je suis responsable de master. Je leur demande combien de temps ils restent sur des écrans. Ça va, c'est 10 heures maintenant, hein, c'est 8-10 heures. Donc 8-10 heures sans toucher un stylo, sans être en construction, mais être en je regarde et voilà. Le problème d'attention et le problème de concentration, de libre arbitre, de négociation, de discussion, on l'a pas à l'école. Donc il faut absolument le acculturer à l'IA. Et de la même façon, dans les entreprises, je pense que c'est pour ça qu'il faut libérer. Il faut plus avoir peur. Qui nous envoie de la peur avant tout ? Les géants du numérique. Il y a quelques chiffres quand même sur la disparition des métiers. Ah, c'est pareil. Regardez. Alors, un mot quand même parce que votre sujet, c'est les interactions homme-machine. Et c'est vrai que ça, c'est un énorme sujet. Quand on regarde les chiffres, le delta, il est au final 10 millions supprimés, c'est ça ? Mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. On va avoir des tâches nouvelles, on va devoir s'adapter. Et pour y aller avec un enthousiasme certain, on ne doit pas dire qu'on va virer tout le monde. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un langage supportable pour la société. Donc, qui dit ça ? Ce sont les GAFAM qui disent on est en train de faire une intelligence artificielle générale, supérieure à l'humain, qui va le dépasser. Et donc, comme ça, on cristallise bien les peurs et comme ça, personne ne fait rien. Ça, c'est absolument atroce. On l'entend chez Google, on l'entend chez Meta, on l'entend un peu partout. Donc, il faut faire attention à ces sujets. OpenAI, sur son site lui-même, il explique qu'on va faire une IA générale. C'est pas avec ce qu'on fait en ce moment, pour l'utiliser tous les jours, qu'on va réussir à créer quoi que ce soit d'intelligent. C'est une perception extrêmement différente de l'apprentissage que peut avoir un enfant. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de conscience, il n'y a pas d'intention dans ces machines. Même quand ChatGPT vous parle dans la langue qui est la vôtre, et d'abord il est avec une langue dominante qui est l'anglais à l'intérieur, 80% d'anglais dans le corpus qui est dans le modèle de fondation, et puis il y a une influence culturelle, et puis il n'y a personne dans la boutique, là. C'est des maths, hein, c'est des probabilités qu'on enchaîne. Donc il n'imite pas, il fait plus que ça, il fait un puzzle à partir de nos données, et il nous rend quelque chose de nouveau. Alors c'est créatif pour certains, avec les images on peut faire des choses exceptionnelles, mais il faut monter à ce niveau de compréhension de ce que c'est. Et pour faire quelque chose de quasi humain, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur ? On met du hasard.
Hein. Dans ChatGPT, on a un hyperparamètre qui s'appelle la température, qui est le fait de ne pas choisir le meilleur mot probable après la séquence de mots que vous avez donnée, mais parmi les 10% des plus probables. Ce qui donne à la machine cette impression, finalement, d'avoir elle aussi son libre arbitre, parce qu'elle ne répond pas toujours la même chose à la même question. Non mais, vous voyez où on en est. Et les tokens qu'on utilise aussi pour construire ces systèmes, c'est en dessous du mot. Il n'y a plus rien. On a jeté toute la linguistique. Il n'y a plus de syntaxe, il n'y a rien du tout. Et quand on vous dit, mais rassurez-vous, on va arriver à décrypter tout ça, c'est faux. On ne va pas décrypter. C'est totalement différent. Et c'est intéressant pour nous parce qu'il voit différemment au niveau des pixels, il entend différemment. Bon, dans mon oreille, je n'entends pas les infrasons ni les ultrasons. Cette machine les entend. Elle va voir dans les radiologues, elle va voir des cancers avant que l'œil du médecin les détecte. Mais pour avoir, juste, je finirai là-dessus, pour avoir été proche d'un médecin à Paris qui a 30 années de cohorte de femmes qui sont venues le voir et des radios, elles ont eu ou pas le cancer, ce qu'il me dit, c'est génial ces outils. Je les utilise en prédiction, mais moi je peux faire le challenge, je peux challenger la machine, je peux dire là ça a l'air faux, là ça a l'air juste, je vais chercher plus. Et donc il me dit les jeunes qui arrivent, qui n'ont pas du tout l'expérience que j'ai eue, ils ont beaucoup de mal. Donc ils veulent plutôt suivre ce que proposent les prescriptions de la machine. Derrière, ça veut dire des biopsies en plus, ça veut dire de l'argent en plus dépensé dans la société. Et donc, il y a des équilibres à trouver, un accompagnement dans les différents métiers pour apprivoiser ces différents systèmes. Et ça, c'est cet effort de guerre, je dirais, contre l'IA, avec l'IA plutôt, parce que c'est pas contre. Ce sont des outils fantastiques que moi j'utilise depuis 40 ans. C'est de l'interaction permanente et il faut prendre le meilleur des deux côtés. L'interaction avec la machine, c'est pas mon collègue. Quand j'entends les gens dire à ChatGPT, s'il te plaît, réponds moi, je rigole. Alors, pas besoin d'être poli avec cette machine. Vincent, en tant qu'avocat, je ne sais pas si vous vous inquiétez pour votre métier, mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'au-delà de la crainte de perdre justement certaines fonctions, quand même, il y a déjà énormément de sujets sur lesquels vous travaillez avec l'IA, et notamment celui de la propriété intellectuelle, du droit d'auteur, qui sont importants. Absolument. Donc moi, je voudrais faire un retour d'expérience un peu schizophrénique d'avocat, puisque j'ai eu au cours des derniers mois l'occasion de conseiller à la fois les opérateurs d'IA, américains et chinois, et en même temps les utilisateurs. Et donc leur vision est évidemment assez différente, et c'est assez intéressant à analyser parce qu'on peut en déduire un paradoxe. Première question qu'un juriste de propriété intellectuelle se pose face à l'IA, c'est est-ce que ces outils, ces systèmes d'IA générative ont été développés dans le respect du droit d'auteur et plus généralement des droits de propriété intellectuelle? C'est la première question légitime qu'on peut se poser, c'est l'amont. C'est la question que se posent mes clients opérateurs, qu'ils soient chinois ou américains. Et la réponse, elle est claire et ils en ont parfaitement conscience, la réponse est non. C'est ce qu'on appelle le péché originel. Ils sont dans le péché originel jusqu'au cou. Alors, les Américains appellent ça, dans les class actions contre OpenAI et les autres sociétés, l'elephant in the room. C'est le truc dont on ne parle pas, qu'on cache un peu sous le tapis, mais je dirais qui est incontournable. C'est-à-dire que tous les systèmes majeurs qu'on connaît d'intelligence artificielle se sont construits sur le hold-up du siècle en matière de contenus digitaux. C'est ça la réalité. On sait même tracer ce hold-up du siècle parce qu'il a été tracé très bien par nos confrères américains dans les class actions. On sait quelle est la part de Wikipédia dans ChatGPT. On sait quelle est la part de Common Crawl, un site que nous, les Européens, nous connaissons guère, mais que les Américains connaissent très bien et qui référence tout le web depuis sa création, on peut dire littéralement. Donc on sait dire d'où viennent les contenus. On sait que c'est majoritairement des contenus anglo-saxons. Enfin, il y a une surreprésentation culturelle, etc. Donc c'est un péché originel en 3 actes. Scrapping, stockage, indexation. Il est imparable. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment on sort du péché originel. On a déjà 2 pistes que l'actualité nous donne, et elles sont extrêmement récentes, elles ont moins de 15 jours. La première piste, c'est l'accord extraordinaire, historique, qui a été passé à Hollywood par les scénaristes le 27 septembre dernier. Et vous savez ce que dit cet accord, c'est que, on ne pourra pas remplacer un scénariste par l'IA, on ne pourra pas diminuer la rémunération du scénariste au motif qu'il aura utilisé l'IA, et en revanche, le scénariste, lui, sera libre d'utiliser l'IA s'il le souhaite. Voilà. Donc, et jamais on ne pourra mettre dans la machine les scénarios formidables qui ont été faits pour tous ces scénaristes de Netflix ou de Disney qui ont tant de succès. On ne pourra pas les mettre dans la machine pour générer de nouveaux scénarios. C'est historique, c'est majeur, et je dirais, c'est déjà
un remède au péché originel. C'est un premier remède. Un deuxième remède, tiré de l'actualité, qui date d'avant-hier, je crois, ou hier, c'est la décision de la SACEM, vous l'avez peut-être vu dans les médias, d'exercer un opt-out vis-à-vis de tout le scrapping des données de leurs adhérents. C'est-à-dire qu'ils ont dit, et ça c'est conformément à une réglementation européenne qui serait trop longue de détailler ici, mais on peut faire un opt-out et dire je suis contre le scrapping, ne venez pas scraper sur mon site. C'est ce que disent d'ailleurs toutes les grandes bases de données mondiales et ça n'a pas empêché les outils de les scraper. D'ailleurs, je peux même vous dire comment ils les ont scrappés. Ils sont allés dans les pays qui sont friendly AI. Et nous ne sommes pas en Europe un pays friendly AI pour les grands opérateurs internationaux de l'IA. C'est en Asie que ça se passe, c'est dans certains pays, ils ont fait des analyses comparatives. Voilà la réalité du péché originel. Et donc, comment ça va se terminer tout ça? Eh bien, en France, on a une technique qu'on aime bien, c'est la taxe. Et donc, ça va se finir par une taxe. Mais une taxe sur quoi? Eh bien, une taxe sur un nouveau droit, parce qu'il ne s'agit pas de droit d'auteur en réalité. C'est une ratatouille. C'est comme réduire le ratatouille à la tomate. La ratatouille, c'est pas que la tomate. Il n'y a pas que du droit d'auteur, il y a du droit des bases de données, il y a des contenus non protégeables, mais qui ont demandé d'énormes efforts à constituer, il y a des secrets d'affaires, il y a des images, tout ça, c'est... Donc il y a un peu de droit d'auteur là-dedans. Donc c'est pas une redevance de droit d'auteur, non, ça sera un nouveau droit, un droit AI, qu'on va ponctionner un peu à la façon de ce qu'on a fait pour, vous savez, ce droit voisin du droit de la presse. Donc, moi, je pense, on en reparlera peut-être les années suivantes, qu'on va voir en France naître, peut-être en Europe, une nouvelle taxe pour rémunérer finalement les sociétés d'auteurs et leur donner une petite contribution, une petite contrepartie au péché originel qui risque fort de se poursuivre. Ça, c'est la première phase. La première question que se pose l'avocat, c'est en amont, est-ce que ces systèmes sont légaux? Est-ce qu'ils sont constitués de façon légale? La réponse est non. Et en aval, mais je ne vais pas être trop long, la réponse est est-ce qu'on peut les utiliser de façon safe en tant qu'utilisateur? Et la réponse est oui. Et c'est là où il y a un paradoxe. Avec toutefois certaines bonnes pratiques, c'est vrai que, mais on y reviendra tout à l'heure. Je voulais revenir avec vous, Eric, vous le disiez tout à l'heure, les discussions que vous avez aujourd'hui règlent beaucoup de choses, on est sur des risques, mais vous le disiez, il y a tout ce qui se fait autour. Et aujourd'hui, il y a des points encore pour vous qui continuent à choper, qui de toute façon, même dans les discussions, ne vont pas être réglés et sur lesquels il est important d'insister. Et je pense que très concrètement, ce que vient d'être dit sur la ratatouille, c'est vrai que le défi auquel on est confronté est absolument extraordinaire. On doit adapter une société, son organisation juridique, ses capacités techniques aussi, on a fait référence aux normes, à la question de l'éducation. On doit adapter toute une société, l'ensemble des acteurs doivent s'aligner en des temps qui sont extrêmement courts. Là, on parle, regardez, on parle de l'IA générative comme si c'était un ami qu'on connaît depuis longtemps. C'est-à-dire, ça fait 1 an qu'on est confronté à ça, quelques mois. Alors, même si les fondamentaux scientifiques qui l'ont déterminé étaient là depuis un peu plus de temps. Mais donc, on voit bien que on fait face à une situation où vous devez être au four au moulin sur l'ensemble des sujets, avec en plus une situation où ça continue d'évoluer et ça continue de le faire. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, encore une fois, je pense que complémentairement au règlement qui est en cours de discussion, c'est vraiment de s'assurer que l'on peut donner les bons signaux aux acteurs. Quels sont les acteurs? Donc là, on a trouvé avec la décennie numérique un bon alignement avec les États membres. Déjà, c'est un premier point. Après, c'est aussi aux États membres de s'organiser pour définir leur propre roadmap. Dans un sens, nous, on donne le signal et le cap. Ce qui est très important dans une tempête, c'est d'avoir un cap. Donc là, le cap, il est donné. Après, c'est au bateau de s'équiper et de pouvoir suivre, d'avoir un bon capitaine qui peut suivre la direction. Et c'est là aussi où les États membres jouent un rôle extrêmement important, parce que c'est eux qui vont définir comment concrètement ça va se mettre en œuvre. Ils vont prendre aussi part à des décisions complémentaires. On voit bien que sur le copyright, par exemple, la France est très active parce qu'elle a un intérêt certain et qu'on a un écosystème qui est extrêmement important. Et on voit bien aussi, comme tu l'as dit, que des réglementations existantes peuvent s'appliquer. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que les réglementations soient complètement changées. Il y a tout un ensemble de réglementations qui existent déjà, qui doivent déjà être mises en œuvre et sur lesquelles on doit porter une attention particulière. Laurence, le gouvernement doit prendre les choses à bras-le-corps rapidement sur ce point. Oui, en fait, il y a des conséquences majeures qu'on ne voit pas, qui sont la génération de données synthétiques.
C'est-à-dire que toutes les données que utilisent ces machines servent à générer des nouvelles données qui peuvent être le nouveau matériau qui va venir à nouveau nourrir des ChatGPT ou des DALL-E, etc. Et là, on perd en authenticité, hein, et il y a des chiffres là que j'ai envie de donner qui sont très très hauts, hein. Il y a des gens qui disent demain sur Internet, il y aura plus de 80% de données artificielles, hein, plus des données bio, faites par un humain qui a pris une photo, qui était en responsabilité, qui décrivait quelque chose, mais des données qui ont été modifiées par des machines. Alors, dans la loi, normalement, et dans les normes, on parle de filigrane, on voudrait mettre. Mais ça ne va pas empêcher, hein. On pourra dire c'est bio ou c'est pas bio, mais ça ne va pas empêcher cela. Alors, il y a des tas de domaines pour lesquels c'est intéressant d'avoir des données artificielles, pour aller dans l'imaginaire de plein de choses, pour gérer dans la santé des situations qu'on ne voit pas, pour aller faire des pronostics pour l'armée, développer des choses un peu science-fiction. Mais il faut quand même se demander qu'est-ce qu'on va faire avec les connaissances qu'on a déjà. Est-ce que, de facto, les connaissances vont bouger et dans quel sens et comment on va s'y retrouver, quoi. Et je reviens à mon point central, c'est comment j'éduque. Éric. Oui, un point très concret, par exemple, des projets qu'on est en train de faire pour justement coller à la réalité. On est en train de financer pour plusieurs centaines de millions ce qu'on appelle des testing and experimenting facilities, qui sont des cas concrets où des entreprises peuvent bénéficier d'un cadre pour tester des solutions d'intelligence artificielle en taille réelle, dans des situations réelles. Alors pour l'instant, on a 4 grands thèmes autour de l'industrie, de l'agriculture, des smart cities et de la santé. On pourrait en envisager d'autres. Hein. Si un jour aussi le secteur de la mode était intéressé de lancer ou de créer, par exemple, soit ce type de structure, soit des Digital Innovation Hubs, c'est-à-dire ce que l'on fait aussi et ce que l'on finance au plan européen, c'est-à-dire des mini-écosystèmes où on a des entreprises, des universités, des centres de recherche, des villes, en fonction de la problématique. Il peut y avoir plusieurs problématiques qui peuvent être choisies, mais on peut avoir des problématiques donc sectorielles. Ça fait aussi partie des choses qui permettent de faire aussi le lien entre un cadre réglementaire qui est en marche, mais aussi tester concrètement ce que ça veut dire dans la réalité, avec la possibilité de dérogations ponctuelles pour tester des comportements, des solutions. Et ça aussi, ça fait partie de l'acte qui est en train d'être négocié. Et parfaitement, vous faites le lien justement avec Mathéo, pardon, je ne vous ai pas encore donné beaucoup la parole, mais tester ce que l'IA peut apporter au secteur de la mode et du luxe, c'est par exemple aller voir ce qu'elle peut apporter à la lutte contre la contrefaçon. Et c'est bien ce que vous avez imaginé, Mathéo, avec Navi. Et aujourd'hui, vous êtes grandement déployé, et vous avez déjà des résultats. Mais peut-être commençons, donnons un chiffre sur la lutte contre la contrefaçon, le coût aujourd'hui, parce qu'on sait que c'est un très grand sujet pour notre secteur. Totalement. La contrefaçon, c'est quelque chose qui est horrible. 10% de ventes au monde dans le luxe et le fashion sont dans la contrefaçon. C'est une industrie qui produit sans aucune règle. Donc les sweatshops qui dans les années 2000 produisaient des chaussures Nike, après toute la réglementation n'existe plus. Dans l'industrie normale, aujourd'hui, produit de la contrefaçon. C'est une industrie qui pollue, qui emploie les minorités exploitées dans tout le monde. Et c'est quelque chose, pour vous donner quelques chiffres, une basket Nike sur 4 dans la rue de Paris est contrefaite. Les attentats de 2016 ont été financés en vendant des produits contrefaits, parce que si tu es chopé, si tu es trouvé avec un paire de baskets dans ton sac, ils ne vont pas te porter en prison. Si tu as de la drogue ou quelque chose d'autre qui peut être utilisé par la criminalité, c'est un autre sujet. Donc nous, on fait tout ce qu'on peut. Avec un de mes collègues qui est ici, on est dans le Conseil mondial à la lutte à la contrefaçon. Comment ça fonctionne alors ? C'est un problème très complexe. Il y a plein non, mais pour Navi, comment fonctionne votre solution ? La partie liée à l'intelligence artificielle générative est liée à une question de compréhension et de contexte. Les modèles jusqu'à 2017, comme le dit justement Laurence avec les transformers de Google, était hyper spécifique. On peut dire, est-ce que ce logo-là est Chanel ou Louis Vuitton ? Est-ce que le logo ressemble plus ou moins à ce qu'un logo devrait ressembler ? Aujourd'hui, on arrive à mettre beaucoup plus de données ensemble avec à la fois de l'image et du texte et du contexte. Donc, comprendre, est-ce que ce vendeur, on l'a déjà vu ? Est-ce qu'il est répertorié ailleurs ? Est-ce qu'on sait qu'il est en train de faire certaines activités qu'il ne devrait pas faire ? Et donc, on essaie de mettre plein d'expertise métier
des marques pour comprendre à quoi ressemble un vrai produit, ainsi qu'une forte compréhension de qu'est-ce qui se passe sur Internet, pour s'assurer qu'on peut protéger les consommateurs, les utilisateurs sur Internet. Et là, on est en train d'expérimenter avec pas mal de nouveautés, avec certains des plus grands acteurs de marché, de mettre la technologie Navi au téléchargement de contenu pour s'assurer que le filtrage est fait encore avant qu'on puisse le voir, que l'utilisateur puisse voir le contenu sur le site. Et donc, cette partie de, disons, LLM et bientôt LMM, donc multimodaux, donne vraiment un peu le collant qui unit tous les différentes parties que les modèles précédents n'arrivaient pas à unifier. C'est quoi? C'est 2 fois plus de contenu pertinent trouvé en moyenne grâce à votre solution? Avec la partie de... avec certaines de sociétés, même dans cette salle, on est en train de mener pas mal d'actions, ça peut être aussi beaucoup plus. Surtout si on va vraiment dans une façon préventive et pas réactive, on peut avoir beaucoup plus de résultats et surtout s'assurer qu'on va réduire l'offre et donc réduire le marché. Laurence? Est-ce que vous mettez des filigrammes aussi? Le problème de filigrane, c'est très facile à contourner sans souvent de disturbations gaussiennes sur les Est-ce que, images. pardon, je vous interromps, est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par filigrane? Je ne suis pas certaine que tout le monde saisisse. Donc, il y a différentes façons de le faire. Côté texte, que c'est la partie dont Laurence parlait tout à l'heure, c'est très compliqué au point qu'ils ont fait une expérience Stanford à créer différents modèles pour faire ça. Après, ils ont donné la constitution américaine au modèle. Il a dit c'est généré par des l'IA. Parce qu'il y a toute une partie de test sur lequel il y a aussi le modèle qui vérifie l'entraîneur. En fait, pour expliquer quand même ce qu'est le filigrane. ça veut dire, c'est un filigrane, c'est on met dans des données qui sont soit de la vidéo, soit de l'image, soit du texte, soit de la musique, tout un tas de choses, des données invisibles qu'on appelle un filigrane, qui permettent à un outil extérieur de dire ah ben voilà ce qui est écrit dedans. Et donc dans ces données invisibles, on peut encoder le fait que ça vient de tel ou tel endroit. Et que ça soit bio ou pas bio, on pourrait imaginer des labels comme ça. Le problème, c'est la cybersécurité, le fait qu'on peut hacker ça, mais en même temps, il y a une course à l'échalote. Et il y a beaucoup de travaux de recherche là-dessus pour arriver à faire des filigranes qui sont suffisamment lourds pour que personne n'ait envie d'aller perdre son temps. Ça ne vaut pas de l'argent. Et qu'ils ne soient pas visibles. De toute façon, ils ne sont pas visibles. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est que le gain ne soit pas évident, quoi. Si on prend trop de temps à décrypter, il n'y a pas de gain pour la personne. Donc, la question, c'était de savoir si Navi avait accès à ces filigranes. Je me demandais si s'il y avait une histoire de filigrane d'encodage. Il y a certains use cases dans lesquels on les a, mais la plupart non. La plupart des cas, c'est des données créées par les utilisateurs eux-mêmes. Donc, eux, ils n'ont pas de filigrane, mais comment la plupart du contenu partagé par les marques n'est pas filigrané. Je vais redire quelque chose là-dessus parce que c'est important dans les LLM, dans ceux sur le langage, de se demander où est-ce qu'on va mettre ces informations dans un texte. Et ben en fait, le texte, quand il passe dans les LLM, il est modifié, c'est-à-dire que toutes les unités qui peuvent être 4 caractères, même pas des mots, sont encodées par un vecteur. Ce vecteur, il représente en fait plein de contextes dans lesquels on a vu ce mot. Donc c'est en encodage qu'on appelle le plongement lexical de ce mot. Et c'est fondé, tout est fondé sur des mathématiques, sur de la linguistique de très longtemps, de 1950, disant qu'on connaît le sens d'un mot par ses voisins. Si 2 mots ont les mêmes voisins, ils ont le même sens. Il y a un exemple magnifique sur ça de roi et reine. Oui, il y a des tas d'hallucinations. Et il y a les vaches qui pondent des œufs aussi parce qu'ils vont tous à la ferme. On peut retrouver plein de trucs rigolos autour des erreurs que font les systèmes parce qu'il n'y a que ce mécanisme. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est qu'ils ont perdu toutes leurs sources. C'est-à-dire que quand ils font cet encodage de contexte, c'est juste en fait les termes qui étaient les 4 caractères qui étaient voisins, mais ils ont perdu la source. Et donc on crée des systèmes qui produisent des photos, des vidéos, des textes, sans qu'on ne sache du tout d'où ça vient.
Et quand on parlait de filigrane à l'intérieur, c'était essayer d'encoder un certain nombre de sources. Mais ça veut dire qu'on n'a pas vérifié la véracité de ce qu'il y a, c'est fake news ou autre. Donc on est vraiment sur un outil qui produit des choses de cet ordre-là, forcément. Et pour lesquels il est très difficile de trouver la source. Et Vincent, c'est bien votre sujet. Je sais qu'il y a eu des questions là-dessus aussi. C'est à un moment donné, comment on revient sur nos idées de droit d'auteur et de propriété intellectuelle. Si on ne peut pas montrer, prouver la source, qu'est-ce qu'on fait ? Effectivement, la recherche de la source en matière d'IA générative est une opération quasi impossible si on parle des systèmes dominants du marché. On va dire. Pourquoi ? Parce que, je reprends l'exemple de ma ratatouille, il y a tellement d'ingrédients qu'il n'est plus possible de retrouver la tomate qui était au fond du panier, précisément. Mais on retrouve un ensemble agrégé qui ne permet plus de retrouver chacun des éléments dans sa traçabilité. Et les outils ne permettent pas cette traçabilité. Donc, c'est un inconvénient, parce qu'on ne sait pas de quoi est constituée la ratatouille, mais c'est un avantage, parce que celui qui visionne l'image non plus n'a pas la possibilité de dire « mais c'est mon œuvre qui est dans cette photo-là, c'est ma création qui se retrouve ici dans cette photo-là », c'est très compliqué de le tracer. Ou en tout cas, on ne le tracera pas avec suffisamment de précision pour que ça dégénère en contrefaçon au sens du droit d'auteur. Donc ça, c'est un sujet intéressant, c'est-à-dire que le péché originel ne laisse pas de traces, dans la majorité des cas, pour l'utilisateur final. Et donc, quelque part, il a une création qu'il peut utiliser. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il peut faire n'importe quoi ? La réponse est non, bien évidemment. Il doit prendre des précautions dans tout le processus de développement de sa création générative, ne pas mettre de secret d'affaires dans les systèmes, bien évidemment, ne pas faire ce que j'appelle moi des dirty prompts, c'est-à-dire ne pas, si on est évidemment L'Oréal, ne pas demander une publicité qui évoque Chanel ou le numéro 5, mais un peu dans le style de L'Oréal. Ça, évidemment, ça serait un dirty prompt. Et évidemment, un dirty prompt amènerait un résultat qui ne serait pas forcément clean du point de vue de la propriété intellectuelle. Donc la responsabilité de l'utilisateur est toujours là dans ses prompts et il doit les faire selon des guidelines qu'il est impératif de définir dans les entreprises. C'est-à-dire, mon propos n'est pas de dire ne faites pas, mon propos est de dire allez-y à fond, mais allez-y avec des règles éthiques. Et là, on en arrive à un sujet qui est cher à Laurence, l'éthique, qui est le prémisse de la règle de droit, puisque derrière toute règle de droit se cache un principe éthique. Et là, on rentre dans des questions plus philosophiques. Oui, mais Vincent, j'aimerais que vous réinsistiez un petit peu avec vous sur ces petites bonnes pratiques, peut-être avant d'arriver à frapper à votre porte à un moment tardif. Vous avez dit des prompts propres. La clé, c'est être loyal avec lui. Finalement, c'est ça dont on parle, l'éthique. On l'a dit ce matin, mais on le répète, on ne rentre pas d'infos confidentielles. Absolument. Ça, c'est très important. Et puis, il faut prendre aussi conscience des limites de l'IA. Son propos n'est pas la vérité. Absolument. Je crois que, oui, on l'a très bien dit ce matin, le propos de l'IA n'est pas la vérité. C'est la restitution d'une solution probable, mais ce n'est pas la solution véridique. Et tout le monde connaît bien le joke. Si on demande en quelle année vous avez découvert l'Amérique, on vous répondra que vous l'avez découvert en 1492. Enfin, je pense que le bug a peut-être été corrigé depuis que cette blague est bien connue. Donc voilà, donc il faut bien avoir conscience de ces biais. Il y a des biais culturels, on l'a rappelé tout à l'heure, des biais discriminatoires, mais c'est ainsi. Et je dirais, il faut, comme on l'a très bien dit dans la table précédente, plutôt accepter ces biais, essayer de les contourner par des prompts qui eux-mêmes, je dirais, prennent en contre-pied ces biais, et pour éviter justement de commettre ces erreurs. Donc évidemment, il y a des précautions à prendre. Je dirais, moi, je prône la traçabilité à tous les étages. Je m'explique. C'est-à-dire que j'estime qu'une entreprise aujourd'hui de la mode, elle est en droit d'exiger de tous ses partenaires qui contribuent à la création une traçabilité sur l'utilisation de l'IA. Et donc, je considère, par exemple, que dans tous les contrats de production, dans tous les contrats publicitaires, dans tous les contrats de commande d'œuvres, on devrait jouer la transparence sur l'IA. Alors, aucune règle de droit ne l'impose, si c'est un principe fondamental de notre droit civil et de notre droit des contrats, qui est le principe de loyauté. Et pour moi, j'estime qu'on touche au cœur de la prestation créative. Pour moi, j'ai besoin de savoir si la photo que j'achète 30 000 € à un photographe de renom, elle est homemade, elle est bio, elle est faite avec de l'humain, ou est-ce qu'elle a été faite exclusivement avec de l'IA, ou est-ce que c'est un mélange des deux ?
J'ai besoin de le savoir parce que peut-être que juridiquement, après, ça ne sera pas la même protection, la même valeur. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel et je pense que déjà, on a une petite règle de bien vivre, de discipline. C'est cette règle de traçabilité contractuelle qu'on peut implémenter tout de suite sans attendre une loi. Merci pour ces bonnes pratiques. Mathéo, vous vouliez rajouter quelque chose sur ce point? Il y a deux choses, selon moi, pour nous tous à tenir en compte. C'est l'IA générative, c'est une prédiction du prochain mot. Donc, toute la partie sur laquelle elle est entraînée, c'est nous. Et quand tous les fois on est au bar, au café avec nos amis et ils nous racontent quelque chose, moi j'ai fait l'exercice, certaines fois je me note ce qu'ils disent et je check si c'est vrai. Très souvent c'est faux. Ils s'inventent des choses. L'humain s'invente souvent des choses. Donc l'IA en ça réplique un processus très humain. Il faut donc la question de vérité, on le voit et c'est très alarmant, mais c'est très humain. Les modèles, il y en a plusieurs qui sont en train de sortir dans différentes parties du monde. On voit que quand on demande au modèle saoudien, Falcon, est-ce que tu es d'accord avec cette policy du pays? Il dit ah oui, c'est génial. Alors que si tu écris demande à celui du pays voisin, il va te dire non. Et donc chaque modèle, c'est pour ça que la partie de l'Europe est très importante, est en train de devenir une représentation un peu des croyances. Et là, on va passer sur la partie éthique du pays. Parce qu'il y a la partie de prédiction du texte, mais il faut voir sur quoi tout l'entraîne. Donc, selon moi, il y a un gros besoin aussi de ne pas complètement restreindre la donnée sur laquelle on entraîne ce modèle pour faire si qu'elle soit la meilleure version de nous-mêmes et qu'il puisse contribuer de façon positive à la société plutôt que de la transformer dans un sort de monstre dystopique. On va continuer sur ce sujet, je vous donne la parole juste après. Laurence et Eric, justement, si on continue sur les bonnes pratiques et peut-être ce qu'il faut avoir en tête, Laurence a beaucoup parlé tout à l'heure d'acculturation, de connaissances, et ce qui va de pair, selon vous, c'est aussi un encadrement par la bonne gouvernance. Et ça, c'est important dans la lignée de ce que vient de dire Mathéo. Oui, je pense que ça fait le lien aussi avec notre introduction, c'est-à-dire que l'objectif de l'Europe, c'est pas d'avoir des règles qui viennent un peu ex abrupto, de manière très verticale, mais c'est plutôt de créer un contexte, une structure où chaque acteur peut jouer son rôle. Et bien entendu, pour ça, il faut qu'il y ait des outils qui lui permettent d'être informé. Là, on parlait tout à l'heure en gros, la transparence des algorithmes. C'est un élément fondamental. Si on fait la comparaison, par exemple, avec la révolution du livre au XVe siècle, on était tout près de 1492, le livre avait permis de passer d'une situation où un petit nombre avait accès à la connaissance à une situation où un grand nombre avait accès à la connaissance. Ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'il y a d'une part, bien sûr, un flux énorme d'accès à l'information. Je pense que l'accès à l'information, c'est indubitable et bien plus aisé qu'auparavant. Mais en revanche, dans la manière dont l'information nous arrive, parce que bien sûr, en tant qu'humain, avec 24 heures, on ne peut pas consulter tout. Donc, le rôle de ces plateformes, le rôle de ces technologies, c'est de nous apporter l'information dont on a besoin. Or, la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que la boîte qui nous apporte l'information est souvent une black box. Elle manque de transparence. Quels ont été les choix? Quelles ont été les sources? Quelles ont été les sources de données à partir desquelles on a eu cette information? On a fait tout à l'heure référence à la baignade quand il faisait beau aujourd'hui. Si on a des données uniquement sur des Inuits, ce n'est pas la réponse qu'on va avoir, parce que bien sûr, ce n'est pas à ça qu'ils vont penser quand il fait beau. Mais disons que cette question de la transparence, elle va passer aussi par un équipement collectif de dispositions qui nous permettent de savoir ce qui se passe. Un exemple, par exemple, dans le contexte d'une autre réglementation, le DSA, le Digital Service Act, on a mis en place un vrai système d'investigation avec aussi le montage d'un European Center for Algorithm Transparency, avec des gens qui sont dans la machine, qui voient ce qui se passe. Et ça, c'est critique parce qu'on ne peut pas laisser ces éléments de transparence sans qu'il y ait la capacité d'y accéder. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que la black box devienne quelque chose de plus lisible. Bien sûr, il y a un savoir-faire, là aussi, il y a une protection de l'algorithme, au fond, dans la mesure où c'est quelque chose qui a été développé et qui apporte de la valeur. Mais il nous faut qu'on ait collectivement un meilleur accès aux choix qui sont faits, parce que sans cela, on ne pourra pas avoir accès à l'éthique. Est-ce qu'on discrimine entre des populations? Est-ce qu'on profite de la vulnérabilité de certaines populations, des enfants, de personnes qui sont en situation de vulnérabilité? Est-ce qu'on essaye de manipuler les gens?
On voit bien ce qui peut arriver avec des deepfakes et des vidéos qui sont complètement fausses et qui peuvent avoir un impact sur des élections. Donc tout ça, il faut que l'on puisse y accéder et c'est grâce aussi à une meilleure transparence qu'on pourra le faire. Merci. Et Laurence, pour conclure sur ces différents points et notamment sur les bonnes pratiques, enfin en tout cas sur ce qu'il ne faut pas oublier avec tout ça. Oui, je crois qu'il ne faut pas oublier en fait que dans la majorité des sondages, on voit que les gens considèrent la machine avec une certaine autorité. Parce que je ne sais pas, elle est dénuée d'émotion, je ne comprends pas bien, mais ça, il va falloir modifier cette croyance. La machine fait des erreurs, on fait des erreurs, pas les mêmes, mais il faut absolument avoir un esprit critique vis-à-vis de ce que produit la machine, en tout cas en prédiction. Donc il faut arrêter avec cette autorité. Et ça, c'est lié au mythe et à tout ce que les gens racontent. Et pour avoir confiance dans ces objets, je pense qu'il est essentiel d'avoir ce qu'on appelle des benchmarks. Parce qu'on nous dit transparence de l'algorithme. Mais je vais vous montrer des algorithmes, vous allez me dire, je fais quoi avec ça? Ça me parle pas. Et même si je vous dis, il y a 1 million ou des milliards de données qui viennent de tous les bases de données que vous avez citées, que je connais bien, ça ne va pas non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir? Ce sont des jeux d'essai. Et lorsqu'on a, par exemple, eu, nous, dans la main, ChatGPT, alors que tout le monde criait au génie, en disant « mon expérience à moi me montre, il m'a dit ça à moi », etc. Nous, on lui a soumis des benchmarks et tout le monde disait il a réussi le concours de médecine, le concours des juristes, blablabla. On n'arrêtait pas. Hein. On a soumis en fait à des qu'est-ce que la négation, la logique inductive, la logique déductive, le sens commun. Et là, la machine, elle a 12, elle n'a pas plus. Alors vous me direz c'est déjà pas mal. Hein, c'est là la grande supercherie et en même temps l'énorme capacité que peut avoir ce système. Il est quand même capable de générer quelque chose qui a un sens. J'entends même des experts, qui ne sont pas des experts en informatique, mais qui disent, des grands esprits, je ne le citerai pas, qui disent la machine s'adapte à moi. Ben non, elle ne s'adapte pas à vous. Hein. C'est parce que dans le chat GPT, il y a un historique. Quand vous posez une première question, eh bien, ça va garder en mémoire ce que vous avez posé comme question et les réponses qu'il vous a données. Pas tout, mais une sélection. Ce qui permet, la prochaine fois que vous allez refaire un prompt, de lui associer tout ce qu'il a trouvé, et ainsi de suite. Et on a l'impression que la machine s'adapte à nous. Donc c'est pour ça que j'irai un peu plus loin que ce que vous dites, même si je suis tout à fait d'accord avec la ratatouille, là. Mais il est essentiel que l'on apprenne aussi à beaucoup de personnes quels sont les hyperparamètres, c'est comme ça que je les appelle, la température, l'historique, comment ça marche. Et on peut l'expliquer très simplement. Et je pense que c'est très utile. Ensuite, après, il y en a des milliards. Hein? Après, il y en a des milliards. Oui, mais une fois qu'on a l'esprit, on a compris en fait les déclics. Je l'ai vu avec des enfants, même en classe. Du coup, on est plus curieux en fait de cela. Et la machine, comme vous l'avez dit, elle n'a pas de frein, elle n'a pas de vérification de quoi que ce soit. Donc, elle n'a pas de notion de la chronologie, elle n'a pas de notion de l'espace. Elle peut vous mettre un truc très gros dans un truc très petit. Il n'y a pas de sens commun, il n'y a rien du tout de tout ça. Si ce n'est les textes qu'elle a engrangés, qui pour certains vont être comme ça et pas du tout pour d'autres. Il y a quand même une manipulation très forte de ça, tant qu'on ne sera pas à un certain niveau de compréhension. Et ces benchmarks peuvent nous aider par métier aussi à voir quelles sont les erreurs. Donc je pense que c'est très important de faire ça. Et pour revenir quand même à des plaintes, il y a quand même des gens qui se sont retrouvés dans des deepfakes. Hein, j'en connais quelques-uns. Et donc on peut quand même générer des choses avec d'un seul coup un mannequin qui se retrouve par hasard parce qu'il était dans une vidéo de mode et que la façon de monter mon prompt a fait que. Donc on peut quand même arriver à revoir des choses qui ont un sens pour certaines personnes qui correspondent à des données volées. Hein. Donc, et c'est bien ce que dit Mathéo, vous vouliez ajouter un mot? Non. 2 secondes sur une chose qui s'est passée, qu'on peut connecter à ce que disait Laurence. Il y a eu le premier cas d'un avocat, on parle de loi, qui a utilisé ChatGPT pour faire sa recherche historique de cas aux États-Unis pour un processus dans le cas d'un avion, d'un bagage. Et il a mis tout un cas d'exemple qui montrait la jurisprudence de ce cas. Il n'existait pas. Les avocats en face, ils commencent à regarder partout, mais ils sont où ces cas? On ne les trouve pas, on a contacté tout le monde, ils ne les voient pas. Et la chose marrante, c'est qu'ils ont partagé l'échange avec ChatGPT. Donc monsieur lui dit, mais est-ce que tu es sûr? Donc il lui a demandé, est-ce que tu es sûr? Et ChatGPT a dit, oui. Non, mais c'est vraiment ça. C'est pareil avec les références d'articles de journalistes ou de sciences.
vous posez la question, puisqu'il a perdu toutes ses sources, vous lui demandez mais quelles étaient les sources ? Il vous raconte des choses qui sont absurdes. Il y a eu un prof d'HEC, moi j'ai écrit un article dans Le Monde sur les actes et les normes. Il y a eu un article qui m'a beaucoup intéressé sur la même page, qui était un prof d'HEC qui avait filé à ses étudiants un vrai sujet de dissertation. À la moitié, il a donné from scratch. À l'autre moitié, il a dit, vous partez du résultat de ChatGPT, et il a regardé les notations en aveugle. Eh bien, ceux qui étaient partis from scratch avaient des notes 28% au-dessus des autres. Pourquoi ? L'analyse de ce prof, c'était que quand ChatGPT part dans une direction de raisonnement qui a une espèce d'ancrage dans ce que vous pensez, vous n'allez pas le remettre en question. Et en fait, on remet en question les détails que nous raconte ChatGPT, mais pas le fondamental de ce qu'il a donné comme information. Et donc, on risque de se faire avoir par tous ces biais. D'où l'importance que vous disiez tout à l'heure, il faut comprendre comment ça fonctionne, il faut être acculturé, il faut être vigilant et ne pas prendre pour argent comptant tout ceci et pas attendre effectivement les législations, les règles pour avancer, mais il faut avancer avec et regarder ça de près. Mais justement, j'allais m'arrêter pour faire les questions. D'abord, on peut peut-être applaudir ces messieurs dames. Oui, Bénédicte. Alors, attends, on va donner un micro. Première question. Donc, on voit les dernières annonces de Microsoft qui dit clairement tout utilisateur payant de Copilot, de Bing Enterprise, moi, je les garantis contre les droits des tiers. Et donc, ça, c'est quand même très fort parce que, comme on disait, la ratatouille, elle doit être sacrément bonne pour avoir cette garantie. Et donc, je voulais vous entendre sur cette position et de voir des acteurs d'AI qui mettent des garanties contre l'utilisation des tiers. Je trouve que c'est intéressant. C'est extrêmement intéressant. Ça montre que les opérateurs ont conscience des freins qu'il peut y avoir à l'usage B2B et qu'ils essayent de lever ces freins. Alors, il y a plusieurs solutions pour lever ces freins. Il y a l'exemple Microsoft. Ensuite, il y a un autre exemple que je connais mieux, c'est l'exemple Adobe, qui essaie de créer une intelligence artificielle vertueuse avec un opt-in de tous ces créateurs qui ont un surpaiement s'ils acceptent que leur contenu rentre dans l'intelligence artificielle. Et ça, c'est donc tracé et rémunéré. Donc on rentre dans des modèles vertueux. Donc je pense que ça peut être effectivement des solutions. Après, cette garantie de Microsoft, elle est extrêmement audacieuse, mais je pense qu'ils ont fait une balance entre les freins et le coût de la garantie. Et puis je pense qu'ils ont intérêt aussi peut-être à contrôler et à centraliser la jurisprudence américaine. Si vous laissez des acteurs éparses faire le là, donc ils ont intérêt aussi à être acteurs de ces class actions qui sont déjà en cours, comme vous le savez, aux États-Unis. Il y en a plusieurs, on essaie de les suivre et c'est très intéressant. Je pense qu'ils veulent être partie prenante de ça pour pouvoir créer une jurisprudence auprès des tribunaux qui minimise leurs responsabilités juridiques et voilà. Et donc je pense que ça s'inscrit dans cette logique-là et je trouve ça assez malin de leur part. Une deuxième question ? Oui, une deuxième question. Alors, sous l'angle justement de la création, parce qu'on a beaucoup discuté de l'AI comme un outil, mais aussi, voilà, cet outil par rapport à un prompt, il donne un résultat qui parfois est différent. Donc, s'intéresser à aussi la protection du résultat qu'on obtient. Alors, on est ravis quand on y a participé, que le résultat soit protégé. Quand c'est fait avec nos propres assets, on a plus de mal. Mais je voulais vous entendre aussi sur la protection du résultat. Et on a une valeur chère on en a discuté avec Vincent, l'empreinte de la personnalité. C'est là le fondement du droit d'auteur et de la création. Donc comment on arrive à réconcilier avec ces outils la création et la protection ? Et oui, le partage de valeurs. Alors, c'est une question intéressante qui s'est déjà posée aux États-Unis et pas encore en France. Elle s'est posée dans un cas qui est assez célèbre, qui est le cas de Jason Allen, qui est un créateur qui a eu un prix au Canada pour une œuvre qui est assez belle, je trouve, poétique, et un opéra dans l'espace. Et en fait, il a obtenu ce prix. Et après avoir obtenu ce prix, qui a donné lieu à des grands débats, on a dit c'est la mort de l'art, lui il a dit non, c'est au contraire un nouvel art, etc. Eh bien, il l'a présenté au Copyright Office et elle a été refusée. Et au Copyright Office, ils ont refusé parce qu'ils ont dit les prompts ne sont pas suffisants. Vous avez fait des prompts, certes, vous avez fait 80 prompts, je crois, enfin, il y avait des centaines d'heures de travail, mais ça ne suffit pas à caractériser une
une création protégeable par le Copyright Office. En revanche, si vous aviez travaillé sur cette image et qu'après que vous l'arrangez, la transformez, l'adaptez, alors à ce moment-là, ou l'intégrez avec des textes, par exemple, pour faire une bande dessinée, à ce moment-là, l'ensemble, il y a eu un autre cas où le Copyright Office peut constituer quelque chose qui est protégé par le copyright. En France, ça n'a pas été jugé, et je pense qu'on pourrait peut-être avoir une solution un petit peu différente. Si on arrive à démontrer par la traçabilité prompte qu'il y a eu des vrais choix libres et arbitraires de l'auteur, ce qui est le critère de la protection en droit français. L'empreinte de la personnalité, c'est quoi en droit français? C'est la liberté des choix créatifs. Et donc il faut montrer qu'on était libre, que c'était des choix arbitraires et que rien ne s'imposait par la nécessité. C'est ça. Il y a pas en France, il n'y a pas d'exigence de dimension artistique ou d'un particulier talent. Mon gribouillis est autant protégé en droit français qu'un gribouillis de Picasso. Enfin, supposé que le mien soit original. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur. Donc, en fait, ça serait possible, je pense, en droit français. Ça serait un beau cas à plaider. J'espère qu'on en aura très vite, des comme ça, où on pourra montrer que par la complexité des prompts, eh bien, il y a eu des choix libres et créatifs. Et même s'il y a un aléa, et c'est la question dont on discutait tout à l'heure, un aléa sur le résultat, entre le prompt et le résultat, il y a une part d'aléa, une sorte de lâcher-prise, de perte de contrôle. Elle n'est pas antinomique d'une démarche artistique. Parce que lorsque je jette mon pinceau contre une toile pour faire, je dirais, des taches, une couleur de peinture, eh bien, il y a aussi un lâcher-prise. Et est-ce que par analogie, on ne peut pas considérer qu'il y a quand même un vrai acte de créatif, de liberté? Moi, je pense que oui, mais ça sera au tribunal de le dire. Alors, Mathéo, vous voulez réagir en plus, et puis Laurence ensuite. Je suis d'accord avec Vincent. Il y a un élément, quand j'ai étudié aux États-Unis, on avait fait un cours dont la phrase c'était « steal like an artist », vole comme un artiste. Et l'idée c'était, pour avoir quelque chose de nouveau, il faut prendre un peu de partout. Donc, comme le disait Vincent, si on va et on fait un prompt et on dit « bon, ça c'est à moi », non, ça c'est à ChatGPT, ou c'est à Midjourney, ou c'est Dali. Mais il y a un vrai partie, selon moi, qui va arriver en Europe bientôt, de dire c'est un nouveau instrument, c'est pas un pinceau, mais c'est une façon de réfléchir à quel type d'ambiance je veux créer. Et après, j'y travaille dessus, je le mets dans un autre médium, et je travaille sur cette sorte d'inspiration initiale qui, par mon texte que moi j'ai créé, va être traduit par un outil en quelque chose de visuel ou textuel, et après, moi, je le réélabore, je prends un peu d'autres sources pour le transformer. Et ça, après, il faudra qu'il soit jugé. Et je pense que des entités comme la commission, elles vont définir exactement comment c'est. Mais je ne le vois pas différent d'autres outils. Il ne faut simplement pas le prendre tel quel. Si je vais prendre un oeuvre de Vincent et je la refais tel quel et j'écris Mathéo, il y a un problème. Mais si je la change beaucoup... Et c'est ce qu'on verra aussi tout à l'heure avec la table ronde sur les créatifs, c'est toutes les questions qui se posent. Laurence, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, mais j'ai l'impression que c'est quand même le même problème que les données personnelles ou les données d'entreprise qu'on met dedans. Comment on certifie que ces données qui vont pas partir ailleurs et que ça reste la propriété de la personne? Si on est sur une plateforme, on travaille avec des prompts et on vient un peu gribouiller dessus et on est toujours sur la même plateforme, où vont les données? À vous. Ouais, je dirais il y a deux questions qui sont un peu autonomes, la question de l'amont et la question de l'aval. La question de l'amont, c'est voilà, est-ce que ces systèmes ont été constitués de façon propre dans le respect des données existantes, qu'elles soient protégées par un droit d'auteur, par des données personnelles, par des droits de base de données? Et la réponse est non, c'est le péché originel. Puis il y a une autre question qui est autonome, c'est est-ce que l'exploitation que j'en sors moi en tant qu'utilisateur, est-ce qu'elle est protégeable? Est-ce qu'elle devient... Eh bien, la réponse, pour moi, elle est oui, sous réserve de certaines précautions. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on ne retrouve pas la tomate d'origine dans la ratatouille, parce qu'en fait, le mélange... Et en droit français et en droit communautaire, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de possibilité d'identifier l'élément repris dans une œuvre transformative, eh bien, il n'y a pas de contrefaçon. Ça a été jugé en matière de musique pour Kraftwerk. Kraftwerk avait fait un procès, ça a donné lieu à une jurisprudence communautaire qui est assez connue, et il y avait un extrait de Kraftwerk qui était repris dans le morceau. Et en fait, on n'arrivait pas à l'identifier. Eh bien, les juges européens ont considéré qu'il n'y avait pas de contrefaçon. Par analogie, aujourd'hui, on doit considérer que si on ne retrouve pas la traçabilité du péché originel, eh bien, il n'y a pas faute. Donc je crois qu'il faut bien distinguer les deux sujets. La licéité de la constitution des bases, qui est sujette à discussion, on l'a vu, et puis ensuite, la question de l'exploitation. Ce qui est sûr, c'est que les exploitations seront faites sous la responsabilité des entreprises, comme les vôtres. Et il suffit de regarder les conditions générales de tous les grands opérateurs d'IA, Midjourney et autres, et c'est
votre problème, ce n'est pas leur problème. Et ça, ils savent très bien le faire, les gens de la tech. Transférer sur l'utilisateur la responsabilité des exploitations, c'est-à-dire on ne vous donne aucune garantie quant à la propreté des données. On vous dit ça, on ne vous garantit rien, mais on dit en revanche, vous, les usages que vous allez faire, c'est sous votre responsabilité. Et en plus, on vous dit souvent, et non seulement c'est sous votre responsabilité, mais en plus, je vous ai siphonné et j'ai une licence universelle et vous n'avez rien à dire, c'est les règles du jeu. C'est ça la majorité, aujourd'hui c'est ça, la contractualisation mondiale de l'IA, elle est là aujourd'hui, et vous le verrez dans les conditions générales des grands opérateurs. Alors, Eric voulait réagir, et puis après, Laurence. Oui, non, simplement... Oui, vas-y. Justement, à l'Europe, c'est différent, non? Non, mais parce que, alors, bon... on a deux problèmes différents. C'est-à-dire que sur la question des bases de données, elle doit bien entendu respecter le GDPR, la RGPD, donc c'est-à-dire la protection des données personnelles. La CNIL vient de sortir d'ailleurs des lignes directrices qui aident à juger comment on doit pouvoir établir que le consentement est là, que l'objectif qui est de collecte des données a été fait. Enfin bon, il y a tout un ensemble de règles qui sont apportées. Mais pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, je pense que la confiance, ce que tu disais Laurence, la confiance est clé. Or, la confiance, elle vient avec la sécurité juridique. La sécurité juridique sur qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui n'est pas à moi. Est-ce que je suis sûr que mes données ne vont pas être exploitées encore à d'autres fins. Donc, et ça, c'est quelque chose qui est pour nous une obsession permanente. Parce que, et ça fait partie aussi d'une des raisons pour lesquelles nous avons, pour certains objets, pour certains domaines, voulu harmoniser les règles au niveau européen, c'est que nous devons donner la sécurité juridique qui est source de confiance. Si on veut vraiment créer un écosystème où l'intelligence artificielle sera utilisée, il doit l'être avec des acteurs qui auront confiance que leur résultat va leur appartenir, ou bien que les données qui vont être utilisées, écoutez, elles seront bien identifiées. Sur la question du copyright, il y a des discussions en cours. Je pense que, encore une fois, on parle de quelque chose qui est apparu il y a quelques mois sur la scène, disons, d'utilisation. On doit aussi digérer, on doit avoir cette capacité à analyser, parce qu'on ne veut pas non plus tirer dans toutes les directions, on n'est pas des cow-boys, et il faut aussi avoir, disons, une phase de réflexion et d'analyse. Mais de toute façon, il faut bien savoir que pour nous, c'est extrêmement important qu'il y ait une confiance de tous les acteurs de l'écosystème dans leur interaction avec ces outils, parce que sans cela, on n'aura pas de développement d'une transformation numérique réussie. Mais qu'en est-il exactement de la phrase de l'Europe disant aux États-Unis, c'est effectivement l'utilisateur qui est responsable et il y aura une responsabilité partagée entre ceux qui font les modèles de fondation, ceux qui déploient, les deployers et les utilisateurs? Je ne peux pas répondre aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. En discussion. Il est tout à fait possible qu'il y ait un expert qui ait la réponse, en tout cas je ne l'ai pas moi. Oui. Alors, encore une ou deux questions. Oui. Alors, je vais passer Pascal en premier ou c'est Clarisse qui a le micro? Vas-y. Oui, non, juste une question technique. Est-ce que vous connaissez des IA éthiques, justement, ou des projets éthiques, ou alors des projets d'IA solides en Europe? Oui, il y a eu, par exemple, sur les LLM, le projet Bloom, où l'idée, c'était d'être transparent sur la base de données utilisée, les paramètres utilisés, qui ont permis à un certain nombre d'industriels et de chercheurs académiques de monter un peu, mais ça s'est arrêté quand Guinfei est parti plutôt travailler en open source aux États-Unis. Je pense que ça va continuer quand même. L'idée, c'est de mieux maîtriser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, après, il faut faire attention. Hein. Une IA, c'est pas neutre. Il y a des biais liés aux données, il y a des biais partout, et ça ne peut pas être éthique. Hein. Une IA éthique, moi, ça me fait froid dans le dos. Ah oui. Moi, je peux faire un retour d'expérience. On vient d'implémenter dans notre cabinet là, en bêta-testeur une IA dédiée aux avocats, aux juristes, qui, elle, trace et qui est sur une base de données complètement propre. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le scrapping des grands acteurs, c'est une base de données propriétaire de contenu juridique. Et donc, alors, l'inconvénient, si vous voulez, c'est que le corpus de données est beaucoup plus faible. Donc, ce n'est pas non plus la panacée au niveau de la puissance. Si vous voulez, on est un peu déçu parce qu'on a l'habitude de voir, parce que avec un corpus faible, forcément, vous avez moins de retours, quoi. Mais c'est propre. Et c'est tracé, surtout. C'est-à-dire qu'on sait exactement quels sont les 5-6 articles. Donc, c'est l'agent conversationnel de ChatGPT, d'OpenAI, qui a été plugué sur une base de données juridique France, en fait, et c'est ce qui va se développer sans doute de plus en plus. Ça sera aussi notre sujet dans la partie création, développer sa propre IA, justement, pour avoir cette traçabilité-là. Il y a beaucoup de questions. Mathéo, à un moment donné, il faudra qu'on s'arrête, mais alors, donnez peut-être une réponse rapide. Le marché de l'IA générative est supposé monter à 192 milliards
d'ici 2032, et une énorme partie sera liée à ce que vous appelez les AI éthiques, et sont les modèles, les LLM, déployés on-premise, donc sur les lieux de l'entreprise, avec une protection des données de l'entreprise, parce que vous imaginez bien, Chanel ou n'importe quelle autre marque lui dit on va vous envoyer nos données de création, des réflexions. Ça marche pas. Ça marche pas. Allez, une question. Pas que ce soit du bashing de l'éthique. Hein. Moi, je suis contre le fait qu'on ait un label IA éthique. Hein. Alors, une question, s'il vous plaît, dans le public. Une petite question technique rapide. On parle des enjeux de la traçabilité des prompts pour démontrer le processus créatif. Est-ce que, à l'heure actuelle, alors c'est vraiment technique comme question, mais est-ce que les IA génératives comme Midjourney archivent automatiquement tous les prompts? Est-ce qu'on a déjà cette faculté de retrouver un prompt qu'on a fait, je ne sais pas, par exemple, il y a 5 ans, dans le cadre d'un projet créatif? Il y a 5 ans, je ne suis pas sûre. Mais est-ce que du coup, il faut mettre en place des mécanismes d'archivage des prompts, ou est-ce que les machines le font déjà toutes seules? Est-ce que quelqu'un a cette réponse? Sur un Discord public, donc tout ce que vous avez fait avec Midjourney est public. Alors sinon, peut-être que si on n'a pas la réponse là, on la reposera à la table ronde d'après. Je pense que d'autres auront la réponse. Est-ce qu'on peut prendre une toute dernière question? Madame lève la main depuis longtemps. Bonjour, merci à tous. J'ai une question spécialement à Laurence. D'abord, merci pour tout votre travail, vos travaux sur vraiment rendre le côté mystique, dénoncer le mythe de l'IA. Et à ce sujet, vous avez bien raconté que les big tech veulent nous faire peur, que l'IA est bientôt plus intelligente que l'homme, etc., pour justement qu'on ne sache pas quoi faire. Est-ce que vous croyez que c'est pour cacher un plus grand mal, une dérive plus grande, qu'on parle très peu dans la science, il me semble, le transhumanisme qui est prôné par certains de la big tech? C'est une idéologie, le transhumanisme. C'est quelque chose de différent, là. Si on parle de science, c'est différent du transhumanisme. C'est un mouvement de philosophie particulière qui pense que l'humain va être augmenté avec les machines, qu'on va faire des cyborgs et qu'on va aller vers une modélisation sur les machines qui seront supérieures à l'humain. Bon, je ne pense pas qu'on soit en train de parler de ça. Donc ça, c'est les mythes qui font un peu peur, mais il faut surtout comprendre que plus on enrichit ces énormes modèles de milliards de données, plus il semble qu'ils produisent des choses intéressantes, mais jusqu'à un certain seuil. Et on en est là déjà, on est déjà au seuil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on va les nourrir d'encore le double de milliards de données qu'on ferait en synthétique ou quoi, parce qu'il y en a peut-être plus à aller scraper partout. C'est pas pour ça qu'on va rendre la machine plus intelligente. Elle n'a pas d'intention, elle a ce mécanisme de base que j'ai décrit tout à l'heure, et point. Donc, ce que voient les Yann Lequin, etc., qui manipulent sans arrêt ces énormes corpus pour faire ce genre de machine, ils voient que c'est assez chaotique. C'est-à-dire, en fait, plus on met de données, on peut avoir un régime qui est intéressant, on en remet plus, et puis c'est moins intéressant. Donc, on ne sait pas mathématiquement, en tout cas, modéliser en haut régime de données ce qui se passe. Donc il y a encore beaucoup d'inconnus à traquer en recherche sur ces grands systèmes. Et c'est pour ça qu'il est important de parler d'éthique aux géants du numérique qui ont les capacités d'aller regarder dans des modèles qui ne sont pas accessibles pour les chercheurs. Quand j'ai dit tout à l'heure, ce qu'on a fait en Europe, c'était Bloom, c'était l'équivalent d'un GPT-3. Pas 3.5, ce n'est pas ChatGPT. Et on n'a jamais fait le ChatGPT, c'est-à-dire en fait l'agent conversationnel au-dessus du modèle de fondation. Donc, on n'a pas encore les mêmes outils développés en Europe. Merci beaucoup, merci infiniment. Si vous avez encore des questions, revenez tout à l'heure. Merci.